tous, bienvenue dans Hors Circuit, le podcast d'Atlantico, le podcast dans lequel on agite les idées, le podcast dans lequel on sort des sentiers battus, le podcast dans lequel on ne renonce à poser aucune question. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un, si vous êtes un lecteur d'Atlantico, dont vous avez certainement repéré la signature, tant il écrit dans nos colonnes depuis quasiment 15 ans. Maintenant, j'ai nommé Don Diego de la Vega, qui utilise ce pseudo car il travaille dans une grande entreprise française qui préfère qu'on n'apparaisse pas à visage découvert en quelque sorte, mais quand même on peut dire que vous êtes quoi? Économiste, de marché. Économiste de marché. Mais aujourd'hui, si Don Diego est avec nous, c'est parce que nous avons très régulièrement des conversations sur l'état du pays, notamment, et sur un concept qui nous est cher à lui comme à moi, celui des diafoirus. Vous savez, ces experts, pas ceux qu'on trouve dans les tribunes, dans les colonnes d'Atlantico, mais ces experts qui souvent ont un avis sur tout et sur rien, y compris quand ils ont des pédigrés en termes de diplôme ou des pédigrés idéologiques impeccable, et finalement, mais comme ces vrais faux médecins de Molière, des gens qui pratiquent une médecine imaginaire. Alors justement, Don Diego, comment ça vous est venu, cette idée de diafoirus dans nos conversations? Eh bien, ça m'est venu justement grâce à toi, puisque c'est une idée qui t'appartient au départ, que j'ai immédiatement subtilisée et rediffusée, puisque je la trouvais effectivement assez pertinente. Ça permet d'englober pas mal d'idées, pas mal de gens. Alors du coup, oui, par commodité, on peut parler des diafoirus, mais c'est peut-être la partie, je dirais, immergée ou émergée de l'iceberg, parce que derrière, on s'attaque aussi à un certain nombre d'idées, à un certain nombre de thèmes qui sont portés par les diafoirus, mais qui vont au-delà du petit espace médiatique parisien et qu'on retrouve d'ailleurs un peu partout aux États-Unis ailleurs. La spécificité de la France, c'est que nos diafoirus sont peut-être particulièrement virulents et avec très peu de turnover, parce qu'il n'y a pas vraiment un écosystème de la pensée critique, il n'y a pas vraiment une rotation très forte, et on retrouve parfois un peu les mêmes gens pendant 40 ans, quand bien même leur track record, comme on dit en bon français, n'est pas vraiment excellent. Je crois que c'est la particularité de la France. On trouve des diafoirus partout. En France, on trouve des diafoirus plus longtemps, plus proches du pouvoir et plus impunis. Je pense que c'est la spécificité. Alors après, on peut faire une classification diafoirus de droite, diafoirus de gauche. Mais malgré le fait qu'on est nous deux, je crois, plutôt vigilants sur les diafoirus de gauche, il faut quand même reconnaître... il y en a aussi à droite, on est d'accord. Voilà, non seulement ils sont nombreux à droite aussi, mais peut-être encore plus nocifs, parce qu'ils sont peut-être encore plus proches du pouvoir encore plus longtemps. Et finalement, si je devais me hasarder à une évaluation sommaire, là où les diafoirus de gauche nous ont fait perdre certainement au cours des 45 dernières années 10 points de PIB, les diafoirus de droite nous en ont peut-être fait perdre 30 ou 40. Et ça, c'est peut-être un peu discutable, c'est un peu à la louche, mais c'est là pour le coup. Oui, mais c'est la grosse spécificité de la France, c'est de se tirer des belles balles dans le pied, mais pas à partir d'idées portées par 5 millions de personnes, à partir d'idées portées par 50 personnes. Tout casser. Parce que pour bien définir le concept, on parle de quoi? On parle d'experts, mais de vrais experts, pour le coup, on peut le dire en général. Alors après, des gens qui parfois ont une expertise, mais qui l'appliquent à des domaines dans lesquels ils n'en ont pas, mais quand même au départ des experts. Et moi, ce qui m'a donné envie qu'on en parle cette semaine, c'était en entendant finalement Philippe Aghion, notre prix Nobel d'économie, dont les travaux d'ailleurs sur l'innovation sont très intéressants, mais qui s'est aventuré un certain nombre de propos très politiques. On l'a entendu sur son obsession de dire il faut surtout pas que le RN arrive au pouvoir. On ne sait pas si c'est en soi un sujet économique, et par ailleurs qui relevait qu'il y avait une inculture économique majeure dans le pays. Alors oui, on a de la peine à le démentir, mais moi ce qui m'a frappé, c'est que finalement il n'avait aucun recul ni sur lui-même. Il a soutenu les programmes de François Hollande, il a soutenu les programmes d'Emmanuel Macron. Est-ce que finalement Philippe Aghion n'est pas très représentatif de ces diafoirus qui, tout en ayant une expertise, sont incapables de se remettre en cause ni de prendre du recul sur le bilan qui a pu être le leur quand ils fréquentent les allées des pouvoirs depuis des années? Alors là, c'est quand même le diafoirus haut de gamme. Oui, on est d'accord. C'est le diafoirus prix Nobel d'économie. J'en dirais pas autant, ni d'Alain Mac, ni d'Attali. Donc là, on est vraiment dans le haut du panier. Mais effectivement, peut-être encore... Non, et ces travaux, j'insiste, sont vraiment intéressants sur l'innovation. Mais justement, peut-être éventuellement encore plus nocifs parce que plus crédibles
et plus susceptible éventuellement de peser sur le débat public assez longtemps. Avec Aguillon, il y a l'idée de destruction créatrice, qui est très portée par tout un tas de gens, y compris des gens très éloignés de la pensée schumpeterienne et même très très éloignés de la pensée autrichienne. C'est quelque chose de très consensuel. Vous discutez au bar PMU pendant 5 minutes et on vous parle de la destruction créatrice. Mais c'est amusant de voir ce concept repris à Paris, qui est probablement un des endroits les plus hostiles à la destruction créatrice de facto. On a un marché du travail qui est très dual, très hypocrite, très rigide, un marché immobilier qui est également très hypocrite et très rigide, etc. Et des institutions qui ne portent pas du tout à la destruction créatrice. On veut bien éventuellement de la création, mais on refuse la destruction. Et ça, évidemment, ça tient pas très très longtemps. Et donc, c'est amusant de voir les idées d'Aguillon. Emmanuel Macron a détruit 2-3 institutions, à commencer par l'ENA, non? Mais oui. Mais voilà, c'est une destruction créatrice très originale, qui ne fonctionne que dans un sens, et qui est à rebours de quasiment toutes nos institutions et de tous nos codes. Donc, bon, c'est un premier paradoxe. Après, il y a effectivement ce paradoxe d'un personnage qui, je crois, veut essayer de faire du bien, c'est-à-dire veut essayer de lutter contre Mélenchon et contre Le Pen, mais qui s'aventure effectivement sur un terrain qui n'est pas le sien, comme le disait un député, je crois, récemment. Il faut d'abord qu'il se fasse élire. Oui, je crois que Philippe Juvin, le rapporteur du budget, lui a rétorqué ça. Et c'est pas qu'ils prennent le risque de se faire élire avant de donner un avis sur notre inculture économique. Et c'est pas complètement faux, parce qu'il y a quand même toute une gauche ou une droite normalienne qui va au MIT, qui revient, qui a payé essentiellement des impôts aux États-Unis et qui revient nous faire la leçon. Ou une gauche sur le même profil, comme Gabriel Zucman. Comme Piketty, comme Zucman d'un côté, comme Aguillon de l'autre, mais à chaque fois avec un petit côté un petit peu hors sol. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'approfondir ce point. Mais moi, si j'étais les gens qui nous écoutent, je me dirais, mais pour qui se prennent-ils? Pourquoi eux seraient-ils en surplomb de ces diafoirus? Qu'est-ce qui vous distingue, vous, Don Diego? Qu'est-ce qui me distingue, moi, de ces gens que nous accusons, nous, d'être des diafoirus? Bien, ce qui nous distingue, c'est la responsabilité. C'est-à-dire que toi, tu es dans une logique de journalisme, tu as des lecteurs, ou tu n'en as pas. Et comme je pense que tu ne reçois pas beaucoup de subventions publiques, je confirme. Quasiment aucune. Si au bout d'un moment tu échoues à donner du contenu stimulant, tu disparais, ou en tout cas tu reçois une sanction très nette. Moi, de mon côté, à mon petit niveau, je suis dans une salle de marché. Petit niveau, c'est combien de milliards gérés? Non, mais c'est bon, disons. De dizaines de milliards gérés. Non, mais du point de vue purement corporate, du point de vue métier, on va dire petit niveau. Mais si j'échoue à convaincre les gens qui sont en face de moi et qui eux gèrent pas mal d'argent, ils ne sont pas obligés de m'écouter. Et au bout d'un moment, ils ne m'écouteront plus. Et comme derrière, il y a de l'argent, c'est quelque chose d'assez concret. Il y a une responsabilité professionnelle, du coup, il y a une sorte de track record, il y a une sorte de déontologie. Là, on parle de situations où les gens, pour de bonnes ou mauvaises raisons, sont dans une situation d'impunité, de non-responsabilité. Alors, ça peut être une non-responsabilité institutionnellement organisée, comme par exemple les juges indépendants ou les banquiers centraux indépendants. Les banquiers centraux indépendants, c'est particulièrement méprisable. Ou alors, ça peut être, non pas institutionnellement organisé, mais quand même un certain nombre de secteurs où la responsabilité n'est pas vraiment mise en jeu de façon concrète, et c'est très facile de noyer le poisson, de diffracter le blâme, et finalement d'échapper à la responsabilité. Les exemples sont, je crois, assez nombreux. Je pense que c'est pour parler concrètement, si on essaie de le cibler au-delà du concept. Oui. Est-ce que, je sais pas, le concept d'industrie sans usine, qu'on doit à l'époque à Serge Tchuruk, si je me souviens bien, le patron d'Alcatel de l'époque, ça rentre dans notre catégorie? Pas complètement, parce qu'à l'époque, tout le monde raisonnait de cette façon-là. Tout le monde pensait... Mais avec le recul, est-ce que précisément, ça n'était pas un grand exemple de médecine imaginaire? C'est possible, mais je crois que le type était PDG de quelque chose et il a dû à un moment perdre son poste, si ma mémoire est bonne, et donc quelque part il est possible que la responsabilité ait été exercée. Ce qui me dérange... Concernant sans doute, mais en ce qui concerne la désindustrialisation en France, s'agit-il d'une fatalité ou s'agit-il du produit d'une somme de décisions politiques dont finalement personne n'a véritablement assumé les responsabilités? Je pense qu'il faut en priorité viser le type qui parle de réformes structurelles, mais qui ne les subira pas, et qui ensuite est nommé sénateur à vie,
puis dirige le pays. Ça n'existe pas en France, sénateur à vie. Oui, mais ça existe pas loin, et qui ensuite est nommé Premier ministre sans vraiment jamais avoir été élu, et qui finit vice-directeur de la Banque des règlements internationaux sans jamais vraiment avoir dirigé une banque. C'est plutôt ça qui me dérange comme type de parcours, c'est-à-dire... Ou alors qui est secrétaire général de l'Élysée et qui devient numéro 2 d'une grande banque française. Voilà, typiquement. Et après, l'accord d'un comité de déontologie composé de gens qui, je crois, doivent le connaître, ont fait des études avec lui. C'est ça qui est notre priorité, parce que ça doit être quand même, ça doit être dit, et les erreurs découlant de ce genre de processus doivent être racontées. Et après, effectivement, on peut aller sur des cas plus... alors, le cas d'Aguillon est assez amusant. Mais c'est moins choquant, évidemment. C'est quelque chose qui... On n'est pas d'accord avec ce qu'il nous raconte, parce qu'on pense qu'il n'a pas la légitimité pour le faire. D'ailleurs, même s'il était élu député, je ne suis pas certain qu'il serait légitime, parce que dans ce domaine, effectivement, quand on a supporté Hollande et Macron pendant 15 ans, c'est compliqué. Moi, je voyais, parce qu'on en avait déjà parlé, dans le portrait robot, on avait retenu quelques critères. Par exemple, il est romantique, en quelque sorte, parce qu'il y a une forme de lyrisme dans sa vision du monde. Il est pétri de bons sentiments. C'est toujours au nom du bien qu'il agit. C'est pas un imbécile, mais il en sait moins qu'il le prétend. Et surtout, et vous étiez en train d'en parler, il ne paye pas le prix, il ne joue ni sa peau, ni son argent. Et puis, il y a un vol de légitimité. C'est-à-dire qu'effectivement, le Diafoirus a tendance... au départ, à être éventuellement spécialiste sur une question, ou avoir en tout cas une crédibilité sur une question, mais malheureusement, il est interrogé sur une toute autre dimension. C'est ce que disait déjà Jacques Rueff à l'époque, il y a fort longtemps, quand il disait « Je me méfie toujours un petit peu des experts, parce que ils sont toujours interrogés sur des domaines où en réalité, ils ne sont pas vraiment experts. » Il en savait quelque chose. Il était resté quelque part dans son domaine où, même quand il parlait de philosophie ou d'anthropologie, il le faisait avec l'accord de ses pairs, avec une logique de publication. Il était en responsabilité quelque part, même quand il s'aventurait un peu dans des domaines qui n'étaient pas exactement les siens. Là, on a affaire vraiment à un évitement de la responsabilité. Et c'est un évitement qui est organisé et qui est même maintenant quasiment institutionnel. Si vous dites par exemple aujourd'hui qu'un banquier central ne devrait pas être pleinement indépendant, au sens irresponsabilité institutionnelle, au sens de il fait ce qu'il veut, il ne rend pas de compte, il rend compte à personne, si vous dites ça, vous êtes quasiment qualifié de mélanchoniste ou de fasciste, alors que c'est dans la théorie économique libérale la plus pure de dire si vous confiez de grands pouvoirs, en l'occurrence la politique monétaire c'est un grand pouvoir, la supervision des banques, la régulation des taux d'intérêt, des taux de change, etc. c'est un grand pouvoir, et bien normalement vous devez avoir en face de grandes responsabilités, c'est-à-dire une obligation de répondre de ses actes, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est Spiderman, c'est quelque chose d'important. Spiderman ? Oui, dans Spiderman il est dit que de grands pouvoirs doivent être associés à une grande responsabilité, et c'est le même message qu'on a eu en 1789, et il faut revenir à ça. Et ça, c'est la pensée libérale. Un type comme Milton Friedman, qui n'était pas spécialement hétérodoxe en matière de politique monétaire, a écrit un article lumineux en 62 sur le fait que le banquier central avait toujours tendance à réclamer plus d'indépendance, et ensuite il se constitue en État dans l'État, et ensuite il s'acoquine avec les banquiers privés, etc. Tout a été décrit il y a plus de 60 ans, mais dans un article que seules 30 personnes ont lu dans Paris. C'est dommage. Alors aujourd'hui, du coup, quand on dit qu'un banquier central devrait être surveillé, devrait être contrôlé, challengé, audité, eh bien ça passe pour un parce que concrètement, au-delà du débat en quelque sorte philosophique sur les banques centrales doivent-elles être indépendantes ou non, dans notre système où la BCE, ou la Fed d'ailleurs, où la BCE l'est, ou la Fed l'est aussi, quel bilan on peut en tirer de cette indépendance? Parce que avant qu'elle ne soit indépendante, c'était presque l'inverse. Enfin, c'était pas presque, c'était totalement l'inverse. C'était les politiques qui prenaient des décisions de politique monétaire absurdes pour couvrir leurs errances budgétaires. Oui, mais encore avant, c'était les années 30 et c'était l'indépendance des banques centrales. C'était Monsieur Moreau à Paris, c'était Monsieur Schacht, excusez-moi, je suis pas très bon en allemand, en Allemagne, c'était les fameux banquiers centraux de la Fed des années 30 et ils étaient très indépendants. Quelqu'un comme Norman à Londres, par exemple, c'était des gens extrêmement indépendants. Et on a fini l'indépendantisme des banques centrales dans les années 30 parce qu'ils ont créé une crise gigantesque. On leur a retiré leur indépendance, pour le meilleur et pour le pire, puis on est revenu à ce système à partir des années 90, et donc on peut faire un bilan au bout de 30 ans,
ce qui devait être arrivé est arrivé. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont constitué un État dans l'État. Effectivement, ils ont fait du chantage sur un certain nombre d'élus. Effectivement, ils ont développé une certaine consanguinité. Effectivement, il manque de transparence et de ce qu'on appelle la forward guidance. Effectivement, ils ont tendance à privilégier le clan bancaire sur les intérêts généraux. Ce qui devait arriver est arrivé. En rédux, si vous voulez, en réduction des années 30. Alors, c'est moins extrême que dans les années 30, mais croyez-moi, si vous regardez bien la chronologie de la crise de 2008 ou de la crise de 2022, des dernières années, vous revoyez à chaque étape cette espèce d'indépendantisme forcené du banquier central, cette volonté de saboter la politique budgétaire, cette volonté de faire chanter les élus, cette volonté de ne pas répondre... De faire chanter les élus? Bah oui, il me semble bien que Berlusconi n'a pas été dégagé par le peuple italien, il me semble bien qu'il a été dégagé par Jean-Claude Trichet, il me semble bien que Papandréou n'a pas été dégagé par le peuple grec, il a été dégagé par la BCE, et il me semble bien que Sarkozy, alors on pourrait faire beaucoup de reproches à Sarkozy, mais il aurait pu écrire Jean-Claude Trichet m'a tué. En 2009? Ah bah oui, 2008, 2009, on peut dire que le mandat Sarkozy a été méchamment saboté par Trichet. Ce que moi je reproche à Sarkozy... Mais faut le décrire parce que tout le monde n'est pas aussi technique que... Oui, alors en économiste de marché. Alors disons pour résumer qu'en 2008, il y a une petite crisounette, juste une petite crise comme il y en a tous les 60 ans. Et dans cette crise de 2008, eh bien, la Banque Centrale Européenne, dirigée par Jean-Claude Trichet, a cru bon jusqu'au début du mois de juillet de monter les taux d'intérêt au lieu de les baisser, alors qu'on avait déjà une crise depuis un an. A cru bon du coup de laisser l'euro à 1,60 contre le dollar. Ce qui était quand même un petit peu embêtant, a cru bon de faire mine qu'il n'y avait strictement aucun problème, et n'a changé sa politique que très tardivement au début de l'année 2009. Ce temps perdu a fait que cette crise, qui devait être une crise américaine au départ, est devenue plutôt une crise européenne. Et ensuite, il a fallu attendre 6 ans pour avoir un changement de politique monétaire véritable. Là où les Chinois ont attendu 6 semaines avant d'acheter des actifs par la Banque centrale, là où la Fed a attendu 6 mois, nous avons attendu 6 ans. Jusqu'au moment où Mario Draghi est arrivé et a dit « Whatever it takes, quoi qu'il en coûte, de sauver la zone euro ». Et ça, c'est 2012, et en 2012, ça vient juste après la défaite de Sarkozy. Donc normalement, si vous êtes un tout petit peu au courant de ce qui se passe, en 2012, vous vous appelez Sarkozy et vous dites « Jean-Claude m'a tué ». Et comme il ne l'a pas vraiment dit, en tout cas il n'a pas vraiment mis ça en avant, j'ai pas très envie de le défendre parce que c'est particulièrement méprisable de chuter et de finalement de ne pas accuser les gens qui vous ont fait chuter. Si je suis, par exemple, attaqué un peu injustement... Est-ce que c'est pas utile quand même qu'il puisse y avoir des institutions indépendantes face à des dirigeants? Je sais pas, est-ce que par exemple ce que fait Donald Trump sur les tarifs douaniers, qui n'est pas forcément la politique la plus rationnelle d'un point de vue libéral, qu'il y ait des contre-pouvoirs? Oui, alors il doit y avoir des contre-pouvoirs. Parce que derrière l'indépendance, il y a l'idée de contre-pouvoir. Du coup, là, on parle d'une situation où c'est le Congrès, normalement, qui devrait fixer la politique commerciale des États-Unis, à la base. Et on est à la limite de la légalité de tout mettre le pouvoir, et notamment le pouvoir des accords commerciaux, à la Maison-Blanche. Donc là, effectivement, je suis d'accord, les contre-pouvoirs dysfonctionnent, et là, en l'occurrence, ils sont peut-être pas assez puissants. Mais dans le cas qui nous intéresse, on a voulu donner beaucoup de pouvoir aux banquiers centraux et beaucoup d'indépendance pour pouvoir résister aux pressions politiques. Et maintenant, le problème, c'est que les missiles sont dans les banques centrales et les pacifistes sont dans les gouvernements. Les gouvernements sont divisés, ils sont en plus tenus par des gens qui ne sont pas vraiment experts, et ils ont sanctuarisé la politique monétaire qui a été donnée à un acteur unique, très consanguin, très unifié quelque part. Et donc, c'est une banque centrale avec un esprit de corps très fort, contre 23 gouvernements très divisés. Bon, à la fin, évidemment, on sait qui est l'homme et qui est victime de chantage. On a été trop loin. Et maintenant, on est dans une situation inversée où, quelque part, le contre-pouvoir est plus puissant que le pouvoir. Alors, si le contre-pouvoir est très compétent, moi, ça me dérange pas. Mais comme, en plus de ça, on a confié ça à des gens qui sont pas compétents en politique monétaire, ça devient doublement pénible. Pénible d'un point de vue démocratique, ça ne respecte d'ailleurs pas l'esprit et la lettre du traité européen, et pénible d'un point de vue économique. Et donc, on a un problème intellectuel, en quelque sorte, avec des experts, particulièrement en France, qui se croient plus experts, vraisemblablement, qu'ils ne le sont souvent, qui, par ailleurs, n'assument pas leurs responsabilités.
et des institutions qui n'arrivent pas à assumer un équilibre des pouvoirs. Mais comment on s'en sort concrètement? Juste pour aller au bout, parce que on peut dire le pouvoir devrait pas être à la Banque centrale européenne et confié à des experts et confions-le aux élus du peuple. Mais quand on regarde les débats budgétaires à l'heure actuelle, on n'a pas fondamentalement l'impression qu'il y ait une option qui soit radicalement meilleure que l'autre. Le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Donc normalement, pour arrêter un juge indépendantiste qui voudrait pirater une élection présidentielle au mois de mars ou qui voudrait faire des choses un peu extrêmes, eh bien, il y a une cour d'appel, il y a une cour de cassation, et au final, il y a tout un processus qui fait que un ou deux juges, même coalisés, même syndiqués, ne peuvent pas tuer toute la nation. Eh bien, il faudrait qu'il y ait la même chose pour le banquier central. Il faudrait qu'il y ait une sorte de cour d'appel ou une sorte de mécanisme de rappel de la préférence latente ou une sorte de... moi, je parlais d'écosystème de la pensée critique. Il faudrait qu'il y ait quelque chose en face du banquier central pour le limiter. Alors, aux États-Unis, ça a longtemps existé. Il y avait un truc qu'on appelait le Congrès, qui permettait d'auditer un petit peu les banquiers centraux, de les mettre un peu sur le grill. Les émissions étaient télévisées. Ça pouvait servir un petit peu quand même de contre-pouvoir. On n'a pas ça en Europe. Et on a de moins en moins ça aux États-Unis. Il y a une européanisation de certaines institutions américaines, et c'est pas un compliment. Hein. Mais comment on fait pour faire vivre des démocraties? Le pari fondamental d'une démocratie, c'est que chaque citoyen est capable de se faire un avis éclairé sur les choses, si tant est qu'on lui donne les moyens de s'être éduqué. Mais comment on fait dans des sociétés toujours plus complexes, avec des gens qui, finalement, ont plutôt tendance à s'intéresser, on le comprend très bien, à leur propre vie qu'à la marche des affaires publiques, pour trouver la ligne de crête qui fait qu'on ne soit pas otage d'experts qui ne rendent compte à personne, ni otage non plus de pur populisme qui suivrait n'importe quel mouvement d'humeur des opinions. Bien, effectivement, c'est une ligne de crête très étroite. À part offrir un abonnement à Atlantico à l'ensemble de la population, je vois deux trois publics. Je vois deux trois idées. Il y a la fameuse idée de consultation, un peu la voie suisse. On demande aux gens de temps en temps leur avis. Bon, c'est un peu compliqué à organiser, c'est pas parfait non plus, mais bon, si ça marche chez les Suisses, on peut penser que ça pourrait marcher en France. Enfin, en tout cas, un peu plus, parce que je crois qu'on n'a pas eu de référendum depuis fort longtemps, et il me semble bien que c'était pourtant dans le programme de Macron en 2017, si ma mémoire est bonne, ou dans celui de Sarkozy. Ça peut être une voie. Il peut y avoir une deuxième voie qui est d'organiser un peu plus de concurrence dans l'espace médiatique. Ça arrive un petit peu avec Internet, mais c'est encore insuffisant, de façon à ce que on puisse continuer à débattre, on puisse continuer à avoir quand même un petit peu de répondant de la société civile en face de certaines décisions particulièrement grotesques. Il n'est pas normal que l'espace médiatique classique, je dirais classique français, soit tenu par 5 oligarques dépendant tous de la commande publique. C'est pas normal. Même mauvais. Pourtant, les Français ont l'impression de vivre dans un enfer ultra-libéral. Oui, alors le libéralisme en France, il est partout, sauf dans la culture, sauf dans l'agriculture, sauf dans le bâtiment, sauf dans la banque, sauf... dans la banque. Moi, par exemple, j'ai en tête qu'il y a 8 établissements financiers qui gèrent la quasi-totalité de l'épargne française. Et ce sont les mêmes depuis 50 ans. Il n'y a pas un seul nouvel entrant. Bon, il y a une certaine... je ne suis pas certain qu'on puisse dire que c'est un secteur ultra concurrentiel. Même avec les banques en ligne? Banques en ligne qui sont en partie détenues par les mêmes personnes, d'une part, et puis d'autre part, c'est encore un pouvoir assez marginal. Mais on peut dire ça de très nombreux secteurs. À partir du moment où vous avez une rotation des personnes. Mais c'est intéressant parce que c'est un exemple que chacun peut comprendre. En quoi le fait qu'il n'y ait pas assez de concurrence dans le secteur bancaire a un impact sur la vie des Français? Ça a toujours un impact quand il n'y a pas assez de concurrence. C'est que probablement il y a des rentes de monopole ou de quasi-monopole à droite et à gauche qu'on ne ressent peut-être pas effectivement au quotidien, mais qui sont certainement cachées et en cascade. Mais je crois que les gens ont bien compris quand même que lorsqu'ils veulent, par exemple, une assurance habitation, ils ont quand même plutôt intérêt à demander à quelqu'un qui vient de leur accorder un prêt. Donc je pense que quand même intuitivement, les gens ont saisi quelques-uns des conflits d'intérêts et quelques-unes des absurdités du système parmi les plus fortes. Mais c'est vrai que de là à se rebeller et à aller dans la rue avec un grand panneau stop au manque de concurrence bancaire,
bah, il y a un pas, effectivement. Et là, il y a un sujet qui inquiète un certain nombre de gens. La nouvelle réglementation qui va rentrer en vigueur au 1er janvier, me semble-t-il, sur les découvertes bancaires. Ça part d'une bonne intention, d'une directive européenne qui veut empêcher les banques d'imposer des adios dans tous les sens aux gens qui auraient des découvertes. À l'arrivée, on a l'impression que ça se retourne essentiellement contre les gens qui ont peu de moyens et qui n'auront pas les moyens de négocier justement face à leurs conseillers bancaires. Est-ce que ça, c'est typiquement aussi le produit de Diafoirus technocrates et politiques? Alors, sur ce point très particulier, j'ai pas assez travaillé le dossier pour vraiment me prononcer. J'ai juste vu une vidéo de Tatiana Ventose qui était très véhémente sur la question, mais elle est souvent véhémente. Donc, je peux pas dire que je... Qui est-elle? C'est une youtubeuse. C'est une youtubeuse qui fait pas mal de vues, qui a parfois d'ailleurs des bonnes intuitions. Il y a à prendre et à laisser, mais il y a des choses intéressantes. Mais j'ai pas étudié assez la question pour justement. Je vais essayer d'appliquer ce que je dénonce chez Diafoirus, c'est-à-dire si je ne sais pas, je préfère pas trop m'exprimer. Ce que je peux simplement dire de façon plus générale, c'est que je suis dans un secteur assez peu concurrentiel et on a tous un peu cette impression-là, aussi bien dans les transports que dans la finance ou dans l'énergie. Et est-ce que c'est un état d'esprit plus qu'une structure de marché. C'est vraiment un état d'esprit. C'est par exemple le fait que 90% des gens sont salariés et que dès qu'on obtient en France un CDI, on a une petite tendance à se comporter un petit peu à l'échelle individuelle, un petit peu de façon un peu rentière. C'est pas simplement le gros monopole à l'ancienne avec des gens avec un cigare qui exploitent des rentes de monopole. C'est l'ensemble des rigidités, des statuts qui font que l'économie est moins souple qu'elle devrait l'être. En tant qu'économiste, on doit vraiment insister là-dessus parce qu'on peut pas faire le grand soir, on peut pas transformer l'économie comme on voudrait avec des réformes avec un grand R. Par contre, on peut essayer d'insister sur tous les points où on pourrait avoir plus de marge de manœuvre, plus de réserve, plus de souplesse. Comment expliquer qu'on a un système d'enseignement, d'éducation, d'abord, l'enseignement supérieur? On parlait de manque de concurrence. Justement, c'est là où je voulais en venir. Qu'on ait un système d'enseignement qui soit quand même construit sur l'idée de former les citoyens, qui refuse d'ailleurs l'idée de former des gens au marché du travail parce qu'il ne faudrait les former que à la liberté politique et pas à la compétition économique. Mais comment expliquer précisément que tous les niveaux de la société, finalement, il y a des Diafoirus? Parce que c'est comme pour le foot, il y a 65 millions ou 69 millions d'entraîneurs, souvent. Honnêtement, si on les formait à la liberté politique en leur faisant lire Tocqueville et tout un tas de gens, ça me dérangerait pas du tout. Et ce serait pas forcément une mauvaise formation comparativement à ce qui est donné aujourd'hui. C'est sûr qu'on a dans l'idée de leur faire apprendre quelques éléments utiles sur le marché du travail, bien entendu, mais très honnêtement, si on mettait 15 millions d'élèves français devant des textes intéressants d'histoire et de philosophie, ça ne me dérangerait pas. Je pense même que ce serait peut-être bien mieux que le système actuel. En tant qu'utilisateur du système récemment, j'ai vu la chute de niveau. La chute de niveau est tout à fait impressionnante. Ma fille a eu le bac l'année dernière, elle aurait jamais dû l'avoir. En tout cas, il y a 30 ans, elle l'aurait. Elle va apprécier. Mais c'est pour ça qu'on m'appelle Don Diego de la Vega, c'est que je suis obligé de me protéger, non seulement de mes employeurs, mais surtout de ma fille. Non, il y a une vraie baisse de niveau, mais moi, ce que je vois, c'est qu'au même moment, en Asie, vous avez au contraire une élévation fabuleuse du niveau. C'est-à-dire qu'il y a un chiasme vraiment extrêmement fort, extrêmement rapide, que je pensais pas voir de mon vivant, où aujourd'hui, un élève de 15-20 ans à Shanghai est clairement mieux formé que la plupart des élèves parisiens, ce qu'on aurait considéré comme complètement saugrenu il y a 40 ans. J'en parlais justement récemment. Et là, bon, évidemment, il y a un problème on parlait de la concurrence, mais il n'y a pas que ça. Il y a un état d'esprit, il y a une certaine ambition, il y a un certain respect pour l'excellence, parce que c'est pas non plus là, j'imagine la concurrence qui règne dans le système chinois ou coréen ou japonais. C'est une volonté d'investir dans le capital humain, et j'ai envie de dire, quel qu'il soit. Il y a une théorie d'ailleurs en économie qui dit peu importe ce que vous apprenez, ce que vous devez faire, c'est le faire bien. Le contenu est relativement secondaire.
Le diplôme est un signal, et l'éducation, c'est d'abord un contenu et une certaine façon de traiter les problèmes, une certaine méthodologie. Ça sert à rien d'apprendre une façon de faire très précise sur un atelier qui ne sera plus valable dans 10 ans avec l'intelligence artificielle. Oui, dit autrement, il faut apprendre à penser, à réfléchir par soi-même et à s'adapter à des situations plutôt que d'apprendre un savoir en particulier. Mais j'en parlais récemment l'un des dirigeants d'un groupe qui n'est plus français d'ailleurs, et qui me disait qu'il renonce de plus en plus aux ingénieurs dans les pays occidentaux, parce qu'ils leur coûtent beaucoup trop cher, alors que les ingénieurs, par exemple chinois ou indiens, il parlait beaucoup d'ingénieurs indiens, sont formés désormais dans des écoles et des universités qui sont mieux classées que les nôtres. Comment est-ce qu'on en est arrivé à ce point-là où on a à la fois des gens qui sont moins chers et mieux formés parce que il n'y a plus de compétition là? Ce qu'on voit dans l'éducation, on le voit dans la santé. Ce qu'on voit dans la santé, on le voit sur un certain nombre de questions financières, et on le voit aussi dans le domaine de l'énergie. Pourquoi avions-nous le meilleur système, ou en tout cas le meilleur plan de développement nucléaire, et pourquoi aujourd'hui les centrales sont construites en Chine et pas chez nous, alors que les vieux ingénieurs chinois du nucléaire, ils apprenaient tous le français, mais c'était leur modèle. Les gens qui nous écoutent, ils veulent pas des questions, ils veulent des réponses. Pourquoi? C'est pour ça qu'on va pas traiter peut-être l'ensemble de nos questions de diafoirus ou de dysfonctionnement en une seule séance. La question du pourquoi, c'est remonter la chaîne causale. Les diafoirus, c'est une manifestation, je pense, importante de dysfonctionnement dans la façon dont les décisions sont prises, dont le débat est organisé, c'est évident, mais peut-être qu'encore en amont, il y a un manque pas simplement de responsabilité, il y a un manque d'ambition. Moi, je me souviens des manifestations il y a 20 ans, je crois, contre telle ou telle loi qui était portée pour l'éducation supérieure, pour l'université, et il y avait des panneaux dans la rue où il était marqué textuellement « Nous refusons de devenir un pôle d'excellence ». Mais c'était du premier degré. C'est un manque d'ambition. Mais à quoi on peut l'attribuer? Pourquoi cet esprit-là en France? On n'a pas toujours été comme ça. Les grands libéraux du 19e siècle étaient français. Vous parliez de Tocqueville, Frédéric Bastiat. Oui, la responsabilité était beaucoup plus engagée, il me semble. Il y avait des questions de survie, probablement, à l'époque. La vie était plus dure. Et puis, on était aussi, à la fin du 19e siècle, dans un esprit un peu de revanche contre, j'imagine, les Allemands ou des gens qui nous avaient piqué des départements. Peut-être aussi avions-nous plus confiance en nous. Mon arrière-grand-père, c'était quelqu'un, on lui disait d'aller aux Dardanelles, il allait aux Dardanelles. Aujourd'hui, si on te demande d'aller aux Dardanelles, je pense que tu essaies d'éviter. On est peut-être devenu moins patriote, ou peut-être moins spartiate, ou peut-être moins revanchard. Il n'y a peut-être pas que des inconvénients d'ailleurs. Oui, c'est une société beaucoup plus douce, beaucoup plus hédoniste, beaucoup plus sympathique par certains côtés, mais on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir la croissance économique sans la responsabilisation et un certain état d'esprit, alors que je qualifierais d'état d'esprit viking, où par exemple l'entreprise est un lieu de conquête, un lieu de projet, un projet de conquête. On discute aujourd'hui avec pas mal de chefs d'entreprise. Bon, d'abord, ce ne sont plus leurs entreprises, ce sont des salariés. Et ensuite, on sent bien, dans la façon dont ils nous racontent leur histoire... Pas tous. Non, pas tous, mais on sent bien que ce qui est mis en avant, c'est pas vraiment des projets de conquête. Il en reste quelques-uns quand même, Bernard Arnault. Oui, certainement. Notamment. Oui, certainement. Et d'ailleurs, ils sont bien rémunérés, parce que comme ce qui est rare est cher, s'ils arrivent à percer et à se maintenir, ils réussissent fortement puisqu'ils ne sont pas très nombreux. Et est-ce que, en parlant de rémunération, puisque il me semble que doit être voté cette semaine le nouveau plan de rémunération d'Elon Musk, qui pourrait faire de lui le premier patron à atteindre une rémunération de 1000 milliards de dollars, Elon Musk, c'est quoi? C'est un génie ou c'est un diafoirus? Ou les deux? C'est clairement un génie. Et j'utilise pas cette expression pour grand monde. Peut-être Djokovic au tennis, et encore. Non, c'est clairement un génie. Après, évidemment, il intervient dans le débat public de différentes façons, avec évidemment un style qui est détesté par pas mal de gens, et qui est quasiment incompréhensible en France, évidemment. Mais moi, ça me choque pas vraiment.
Mais d'accord, mais pourquoi un génie? Parce que il a quand même atteint la valorisation de Tesla, pas seulement de Tesla d'ailleurs, mais par ses choix politiques. On n'a pas l'impression qu'il ait réussi fondamentalement son alliance avec Donald Trump. Il n'y a pas que des choses qui marchent avec Elon Musk. Non, mais il se trouve que très souvent, quand on entreprend, on réussit pas tout, en fait. On pourrait dire que les experts ont le droit à l'erreur aussi. Oui. Sans les traiter de Diafoirus dans ce cas-là. Oui, mais alors là, il y a beaucoup de différences avec un Diafoirus. La première différence, c'est que lui joue avec son argent. Alors que je peux vous garantir que le sien. C'est un petit peu le sien. Je crois qu'il n'est pas smicard. Hein. Donc, non, il réinjecte systématiquement son argent dans l'entreprise. Et là, s'il a un plan de rémunération, c'est bien pour monter au capital de son entreprise et de garder un contrôle effectif sur son entreprise et ne pas être éjecté par un certain nombre de fonds de pension bien pensants, norvégiens ou autres, dans 5 ou 10 ans. Donc, non, on parle bien de gros sous, mais ce sont ses sous. Ça fait bien longtemps qu'avec 1/100 de l'argent d'Elon Musk, j'aurais racheté une île aux Bahamas et je me serais barré. Donc lui, il a réinjecté, il a continué à bosser, il a continué à investir, à prendre des risques. Donc ça, c'est la première différence avec un Diafoirus. Le Diafoirus fait toujours ses petites magouilles avec l'argent des autres. La deuxième différence avec le Diafoirus, c'est que le Diafoirus a des mauvaises idées. C'est-à-dire que même quand c'est exprimé avec brio, avec une certaine rhétorique, etc., ça nous conduit systématiquement dans des impasses. Qu'est-ce qu'a fait Elon Musk? Il fait la promotion de fusées réutilisables, auxquelles personne ne croyait et qui ont vraiment révolutionné tout le secteur. D'ailleurs, soit dit en passant, un secteur qui a des incidences très concrètes sur toute la planète. Deuxième chose, il a fait la promotion d'un autre secteur intéressant qui est les voitures électriques. C'est comme une façon à terme de pouvoir se passer des Saoudiens, donc moi j'applaudis les deux mains. Mais je sais qu'à Paris, il y a tout un lobby saoudien, donc c'est compliqué, en Allemagne aussi. Et troisièmement, il a fait la promotion de la liberté d'expression. Alors, bon, évidemment, c'est pas une vision très française de la liberté d'expression, mais en rachetant X, avec là aussi son propre argent, en prenant pas mal de risques, ce qui a eu une certaine influence dans le débat politique. J'aime pas spécialement Trump, mais si on n'avait pas eu quelques personnes comme Elon Musk qui s'étaient réveillées et qui avaient mis de l'argent et de l'énergie, on aurait eu comme présidente Kamala Harris. Et là, je pense qu'on rigolerait moins. Pourquoi ? Parce que d'une part, elle était incompétente, d'autre part... On ne peut pas juste le dire comme ça, pourquoi ? Parce que son CV est assez vierge de décisions intéressantes et pertinentes, et qu'ensuite elle a été pendant 4 ans vice-présidente et qu'elle a servi de pot de fleurs. Ça, c'est le rôle institutionnel d'un vice-président aux États-Unis de toute façon. Oui, mais vous pouvez aussi, par exemple, être un peu moins hypocrite sur la santé du président. Vous pouvez aussi vous entourer un petit peu mieux. Vous pouvez aussi faire une campagne un peu plus, un peu plus pertinente. Je crois qu'on aurait vraiment plus de problèmes avec Kamala Harris qu'on en a avec Trump. Et c'est pas un partisan de Trump qui vous dit ça. Il est protectionniste. J'aime pas son style. Je crois qu'il prend des mauvaises décisions dans beaucoup de domaines, mais je préfère, et d'ailleurs les marchés financiers aussi, je crois, préfèrent traiter avec le Donald plutôt qu'avec la mafia démocrate habituelle. La mafia. Bon, c'est pas un secret que Obama a été élu à Chicago. C'est pas un secret que les Kennedy, il y aurait bien des choses à raconter. C'est pas un secret que Clinton. Le lien de là, le résumé. Que Clinton a des finances qui feraient quand même pâlir d'envie pas mal de mafieux siciliens. C'est pas des secrets de Polichinelle. Je crois que j'invente rien. Et Kamala Harris, je vous rappelle, elle a été désignée par le parti uniquement parce que c'était trop compliqué d'aller demander à Michelle Obama, vu qu'il y avait 200 millions qui avaient déjà été dépensés, et que institutionnellement, on pouvait les refiler qu'à Kamala. C'est pour ça qu'elle a été nommée comme ça à brûle-pourpoint. Je rappelle d'ailleurs qu'elle a été élue à brûle-pourpoint, enfin, elle a été nommée par le parti à brûle-pourpoint, parce que le président en cours, Joe Biden, est avéré être complètement incompétent en plein milieu d'un direct télévisé. On a eu pendant 4 ans des communiqués de presse médicaux qui étaient complètement caviardés. On était quasiment à l'ère de Mitterrand. C'était devenu soviétique, si vous voulez. Ça, rien que ça mérite une belle correction, semble-t-il.
Bon, ok, donc ce qui distingue un Diafoirus d'Elon Musk, moi je retiens cette idée-là, c'est que le Diafoirus, lui, ne joue pas avec son argent. Non, mais c'est l'un des marqueurs, c'est pas le seul. Mais Oui, c'est une bonne façon de les reconnaître. Et après, c'est vrai que le Diafoirus Qu'est-ce pense qui à se distingue tromper, alors que Musk a plutôt eu raison jusqu'ici. Tout le monde se met à la voiture électrique, tout le monde essaie de limiter maintenant dans le spatial. Et pour ce qui est de X, alors c'est encore un petit peu controversé, mais je note qu'en l'espace de 2 ans, on est passé de ça va faire faillite et il va planter 40 milliards de dollars à ouais, bon, à la limite, il vient de se racheter lui-même et peut-être que dans 5 ans, ça vaudra 10 fois plus. Et on est passé en 2 ans et demi de l'un à l'autre. Ça va vite. Mais justement, ça nous amène finalement à l'ère du temps, cette espèce de discours, ou à ces discours qui s'imposent à un moment donné dans les médias notamment. C'est quoi un Diafoirus médiatique? Justement, celui qui va avoir un avis sur Donald Trump, un avis sur ce que va devenir X, un avis sur ce que vont devenir l'économie ou la transition énergétique. Et puis finalement, même si la réalité le dément, il reste expert, il est invité sur les mêmes plateaux pendant des années. Et ben, c'est un type qui travaille aux Échos, qui qui est persuadé d'être un spécialiste du secteur automobile, parce qu'il a son permis de conduire. Pas obligé de parler de gens en particulier, mais Mais non, mais vous voyez, c'est une sorte de chapeau qui regroupe Voilà, un certain nombre d'individus. Non, mais on pourrait mettre comme ça quelqu'un qui a un petit strapontin parce qu'il est prof à l'ESCP ou parce qu'il est journaliste au Monde, etc., etc. Donc il a son petit strapontin, c'est pas non plus quelqu'un de sous-diplômé ou de complètement incompétent. Il va attaquer Elon Musk alors qu'il a jamais créé, lui, 1 euro de capital productif. C'est-à-dire il s'est jamais posé la question de je crée par exemple un compte titre et j'essaie d'investir ou par exemple je vais essayer de lancer une chaîne de pizzeria et créer 50 emplois. Jamais il a fait ça, jamais de toute sa vie. Il a jamais vu une comptabilité privée, il a jamais été sur les marchés financiers et il sait pas ce que fait Elon parce que fondamentalement il n'a pas été visiter le site de lancement, il sait pas ce que c'est qu'un ingénieur dans le spatial, il imagine même pas tout ce qu'il y a derrière. Il regarde les comptes de Tesla parce qu'on est en 2018. Il dit, c'est une boîte très controversée et qui est très shortée par un certain nombre de gens. Cette boîte va probablement faire faillite dans les 18 mois qui viennent. 18 mois plus tard, il n'est pas réattaqué. Il n'est réattaqué par personne. Parce qu'il a toujours son petit strapontin, il a toujours ses petites invitations et il n'y a pas de sanction. Parce qu'il n'y a personne pour aller lui dire « tiens, vieux, t'as quand même un petit peu déconné. Je veux pas des têtes. Je veux simplement que les choses soient dites. » Et que les track records soient établis. Or, le problème, c'est qu'on est dans tout un tas de domaines, culturels, économiques, si on fait le nôtre, où il n'y a pas de... si on le fait le nôtre, Don Diego, mais moi, j'ai 15 ans qu'on travaille ensemble. Mais moi, c'est quoi notre track record d'erreur si on essaye de regarder j'ai pas, de manière lucide? J'ai pas toute la nuit. On avait dit qu'on faisait un podcast limité dans le temps. Moi, des erreurs, j'en fais plein. Ce que je veux pas, c'est faire des fautes, c'est-à-dire des erreurs répétées où dès le départ, normalement, on avait suffisamment d'informations pour éviter de faire une erreur et ensuite on s'enferme parce que justement, on n'est pas mis en concurrence, on n'est pas en responsabilité, on s'enferme dans l'erreur pendant des années. Moi, ça me dérange pas que quelqu'un se trompe sur Elon Musk ou sur n'importe quel type de question, mais au bout de 3 ans, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, à un moment, il faut passer à la caisse quelque part. Il faut reconnaître qu'on a fait erreur ou il faut être déglingué par quelqu'un qui vous met le nez dans le caca. Voilà le problème. Sinon, moi, j'ai fait des erreurs dans plein de domaines. Par exemple, en 2022. J'en ai des nôtres en commune. Mais... Oui, enfin, moi, par exemple, je pense que j'ai complètement raté le krach obligataire de 2022 parce que je pensais pas que les banquiers centraux seraient à ce point méchants qu'ils montraient les taux d'intérêt alors que il y avait aucune raison de le faire. Et ça m'a complètement échappé. Je suis resté l'ayatollah des Toba et j'avais eu raison pendant 12 ans et contre tout le monde. Et malheureusement, le krach de 2022 a mis à mal une partie de ma crédibilité dans le domaine. Je pensais pas que les banquiers centraux pourraient être aussi violents. Et puis je me suis trompé je me suis trompé sur certaines personnes, je me suis trompé sur certains thèmes. Il me semble que je l'ai dit, je l'ai écrit, je pense, que quand je me suis vraiment trompé. Mais c'est plutôt sur des petits points relativement anecdotiques, sur les grands axes, à savoir, nous ne sommes pas dans un pays suffisamment libéral, nous avons une crise de système, une crise des institutions, et Macron va se planter, en gros. Sur les grands axes de nos différents articles depuis 7-8 ans, il ne me semble pas que je me sois complètement trompé. Alors, mea culpa, moi je reconnais pour le coup avoir mis vraiment longtemps à comprendre qu'Emmanuel Macron pourrait être élu, parce que je ne comprenais pas comment on pouvait imaginer qu'il puisse effectivement être le renouveau, incarner le renouveau, alors qu'il est en quelque sorte le pur produit du système français. Mais justement, est-ce qu'Emmanuel Macron, quelle est la dose de génie qu'il peut y avoir en lui, à minima de génie politique, il a réussi à être élu alors qu'il est président de la République sans avoir eu jamais aucun mandat auparavant, et la dose de Diafoirus?
Moi aussi, je pensais qu'il ne serait pas élu en 2017, même avec son... Nous nous sommes entretenus. Oui, peut-être. Même avec son audace, même avec le vide politique créé par l'affaire Pénélope, et même avec, je dirais, son brio rhétorique, je ne pensais vraiment pas qu'il serait élu, parce que quelqu'un qui va en Algérie, devant le régime algérien, et qui dit que la France a commis un crime contre l'humanité en Algérie à 3 mois des élections, pour moi, c'était tellement éliminatoire. C'était même tellement, c'était tellement éliminatoire que je pensais pas qu'on pourrait aller jusqu'à l'élire président de la République, puis ensuite revoter pour lui 5 ans plus tard avec un mauvais bilan. Il y a eu beaucoup de choses donc quelque part qui m'ont échappé. Je pense que toi et moi, on est peut-être un petit peu trop hegeliens, peut-être un petit peu trop rationnels. C'est-à-dire que quand quelque chose nous apparaît comme grotesque, on pense que ça va être corrigé assez vite. Alors qu'en réalité, malheureusement, très souvent, c'est corrigé, oui, mais c'est corrigé au bout de très longtemps. L'euro, par exemple, qui est une erreur, même une faute, l'euro se maintient quand même qu'à un carat. Tous ceux qui ont dit l'euro va s'effondrer au bout de 3 ans, 5 ans, 10 ans, en fait, c'est comme la tour de Pise, ça peut durer vachement longtemps. L'URSS aurait dû s'effondrer à la fin des années 20, selon les Est-ce que c'est l'euro qui est une faute ou est-ce que c'est la manière qu'on a eu de le gérer? Et les deux. Les deux, déjà créer un système de change fixe, alors qu'on parle d'une économie plus souple et plus flexible, ça m'a toujours fait un petit peu rigoler. On a réussi à recréer une sorte d'équivalent fonctionnel de l'étalon or à une échelle continentale entre des pays très différents, le Portugal, la Finlande, la Grèce, l'Irlande, et on l'a fait ça au nom de la stabilité, alors que évidemment c'est un système qui est complètement instable. Et en plus, effectivement, il y a une deuxième dimension, c'est qu'il est géré de façon très baroque, par des gens qui au départ étaient censés être des technocrates, puisque vous savez que par le traité, les gens qui gèrent la BCE au niveau du Conseil doivent être des spécialistes reconnus de politique monétaire, et au bout d'un moment, vous avez 23 personnes autour de la table, et aucune n'est vraiment spécialiste en politique monétaire. Et ça, effectivement, ça pose un vrai problème, une gestion au quotidien qui n'est pas contracyclique, qui n'est pas transparente, qui n'est pas pertinente, et évidemment, ça vient s'ajouter aux rigidités structurelle renforcée par l'euro. Jacques Rueff disait qu'on avait besoin d'un égout collecteur des droits non gagnés. On a besoin d'un... Précéder l'idée. C'est-à-dire que, en fait, dans une économie mature, vous avez des chocs qui arrivent, et en fait, vous êtes comme sur une autoroute. Vous êtes avec un 15 tonnes, vous pouvez aller un petit peu à droite, un petit peu à gauche, vous pouvez accélérer un peu, vous pouvez décélérer un peu, mais grosso modo, vous pouvez pas vous arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. On n'est pas en Formule 1. Vous pouvez pas avoir votre moteur, vos pneus et votre essence remplacés par une trentaine de mecs en 8 secondes et demie. C'est pas possible. L'économie, elle s'arrête pas, en fait. Vous pouvez pas appliquer un schéma, je dirais, rationnel de changement. Donc, vous continuez, et comme le disait Adam Smith, il y a beaucoup de ruines dans une nation. C'est-à-dire que, en fait, votre économie, c'est une somme de chocs qui sont jamais vraiment réparés. C'est pas Carglass remplace, Carglass remplace. Non, c'est vous continuez comme ça avec une économie K1, K. Et donc c'est extrêmement important quand on a ce type d'économie mature qui roule de briquet de broc avec encore les symptômes de la crise de 2008, avec encore les symptômes de la crise de 2020 qui ont jamais été vraiment réparés. C'est très important d'avoir un peu de souplesse, d'avoir un peu de marge de manœuvre, de pouvoir éventuellement dire voilà, on dévalue s'il y a besoin de dévaluer, de pouvoir dire on n'a pas forcément les mêmes taux d'intérêt entre un pays qui fait 5% de croissance, l'Irlande, et un pays qui fait moins 2% de croissance, qui est en récession, ce genre de choses. Oui, parce que concrètement, ce que disait Jacques Rueff, une dévaluation, ça permet justement, éventuellement, oui, de neutraliser les effets de ces droits sociaux gagnés, alors qu'il n'y a pas de réalité économique. On a développé dans pratiquement tous les pays européens un système d'État-providence du berceau jusqu'à la tombe. Et comme on disait en Suède autrefois, ça marche très bien jusqu'à ce que les gens apprennent à s'en servir. Maintenant, on sait s'en servir et même on s'en sert beaucoup trop. Et on a poussé l'avantage de l'État-providence au maximum. Mais le problème, c'est que ces droits liés à l'État-providence ont été distribués de façon... Enfin, ils sont plus nombreux que les collatéraux économiques sous-jacents, c'est-à-dire la croissance économique véritable qui a été créée sur cette période des 50 dernières années. Et le différentiel des deux, normalement, c'est une dévaluation. C'est-à-dire que régulièrement, tous les 5-10 ans, ce qu'on faisait, c'est qu'on se remettait un petit peu à l'équilibre en dévaluant, ce qui n'a rien de particulièrement... Mais j'en reviens... Et maintenant, on ne peut plus le faire. J'en reviens à la question qui était, le macronisme est-il un diaphorisme? Oui, parce que le type... Macron les deux sujets sont complètement liés, puisque le type se présente, ou en tout cas a été présenté comme un Mozart de la finance, alors qu'il défend un système qui est complètement dysfonctionnel.
Et comme le système est dysfonctionnel, il va parler de réforme structurelle ou de Startup Nation, alors qu'il est évidemment infichu de faire le moindre élément allant vers une Startup Nation. Il va y avoir une sorte de délire verbal. Il a essayé d'attirer les tech américains. Oui, bien sûr. De libéraliser le marché du travail. Par des propos matamoresques et don quichotesques, mais qui n'ont quasiment aucun lien avec la réalité. Parce que la réalité, c'est que il faut s'attaquer au marché du travail dual et trop rigide, et ça, évidemment, c'est très difficile. Il faut s'attaquer aux restrictions foncières, et ça, évidemment, c'est très difficile. Il faut, voilà, c'est pas évident. Et donc, on s'est fait beaucoup plaisir avec des mots, avec beaucoup de blabla, pour cacher le fait que, justement, sur le terrain, la révolution de l'IA, elle est faite par les Américains, les Chinois, et pas par nous. Et plus on est loin de ce qu'il faudrait faire, et plus on n'atteint pas les objectifs, et plus on fait une sorte de surenchère verbale, un peu comme ce qu'on pourrait trouver, par exemple, je sais pas, au Venezuela, moins les objectifs du socialisme sont atteints, et plus on en rajoute dans les ambitions. Alors vous vous souvenez de l'ambition de 0 SDF, vous vous souvenez de l'ambition de 1 milliard d'arbres plantés, vous vous souvenez de l'ambition, on va pas faire la liste, et à chaque fois, on en rajoute toujours plus, parce que on est tellement loin de les atteindre, que ce soit en termes d'émissions de CO2 ou n'importe quel type d'objectif macronien, qu'il faut une logique de surenchère. Et normalement, ça, c'est dénoncé par un système médiatique qui fait son boulot. On peut l'attribuer. Est-ce que c'est une forme de cynisme? Est-ce que c'est une forme de manière de voir la politique comme une succession de mise en scène plutôt que comme action structurelle de fond? Est-ce que c'est de l'aveuglement? Est-ce que c'est une incapacité à comprendre le réel? Moi, j'appelle ça du romantisme, mais peut-être que vous pourriez dire que c'est du bovarisme, peut-être que vous pourriez dire que c'est c'est une nouvelle forme de chiracisme, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, c'est oui, une sérieuse déconnexion avec le monde réel, et ça, c'est évidemment très lié à ce qu'on racontait. Et sur un Macron-Chirac? Et c'est très lié à ce qu'on racontait sur le fait que c'est assez peu concurrentiel. Si c'est peu concurrentiel et peu de responsabilité, alors dans ce cas, effectivement... Mais il y a une concurrence, c'est celle des populistes. Oui, mais en fait, les populistes, à mon époque, dans les années 90... Ceux qu'on appelle les populistes. Oui, mais on a changé de populistes, parce que les populistes que moi je connaissais dans les années 90 à mon époque, c'était des populistes qui avaient tort. Enfin, qui avaient tort, en tout cas, c'est toujours relatif. Oui, enfin, disons que c'était des gens qui étaient relativement peu fréquentables, qui étaient souvent beaucoup trop plébéiens, et qui, enfin, moi, j'aurais pas acheté une voiture d'occasion à Jean-Marie Le Pen. Par contre, les populistes d'aujourd'hui, c'est différent. Ils sont beaucoup plus raisonnables que les macronistes. Parce que quand on regarde... Ils le sont vraiment? Quand le RN vote avec LFI un amendement qui considère que l'assurance vie est improductive? Pour Mélenchon, j'ai des doutes, effectivement, vu son positionnement sur plusieurs dossiers. Mais très honnêtement, il me semble que Marine Le Pen n'aurait pas pu gérer plus mal les finances publiques depuis 2017. Je pense qu'il y a quasiment une impossibilité de créer plus de 1000 milliards de dettes supplémentaires en 8 ans. On aurait confié au RN les finances publiques de la France depuis 2017, il est très probable que ça n'aurait pas été pire. Et malheureusement, le gap entre les partis de gouvernement sérieux, gouvernementaux mainstream, abonnés à Commentaires et à Sociétal, et les fameux populistes complètement dingos, ce gap, en 30 ans, a considérablement été réduit. C'est d'ailleurs tout le problème. Mais qui s'est décalé vers qui? Je pense qu'il y a eu un petit effort. Si on prend il y a eu à raison comme centre de gravité. Il y a eu un petit effort du RN pour se recentrer sur 2-3 sujets, et il y a eu surtout malheureusement une grosse dérive du centre, parce que le centre a échoué, parce qu'il ne produit plus d'idées, et parce que la seule technique qu'il a trouvée pour rester au pouvoir, c'est arroser à tout va. Et il arrose plus finalement que ne le ferait un populiste. Mais par exemple, considérer que finalement, parce qu'on a entendu, moi je l'ai entendu en tout cas, Marine Le Pen dire que penser qu'il y avait trop de fonctionnaires dans le pays, c'était vraiment un truc de droite. Et donc, selon elle, ça n'était pas un point de vue pertinent en matière de gestion des affaires publiques. Est-ce qu'il est raisonnable de penser que les seules ou quasi exclusives économies qu'on pourrait faire en France seraient celles ayant trait à l'immigration? Parce que quand on regarde le contre-budget du Rassemblement national, il y a des vraies pistes d'économie, il y a un travail sérieux qui est fait, mais ça porte beaucoup sur des dépenses liées à l'immigration. Est-ce que c'est réaliste? Non, mais je répète, c'est une question de concurrence. Qu'est-ce qu'on a en face? Quelle est l'idée qui est produite aujourd'hui par le centre de gauche ou centre droit français?
On peut encore aujourd'hui certainement trouver qu'il y a un peu tout et n'importe quoi dans le programme RN, qui est un petit peu attrape-tout effectivement, et on ne sait pas exactement comment ils géreraient quelques dossiers en dehors de l'immigration. Même sur l'immigration, d'ailleurs, on ne sait pas très bien, ça a pas mal évolué, mais je le répète, c'est une question relative, hein, puisque à la fin, il faut mettre tel ou tel bulletin dans l'urne, rarement par conviction, plus souvent par élimination. Qu'est-ce que nous proposent les successeurs de Macron aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'ils nous proposent en matière de sérieux de finances publiques alors qu'ils ont coulé le pays depuis 8 ans? Qu'est-ce qu'ils nous proposent en matière d'immigration alors que manifestement ils n'ont pas su très bien se dépatouiller de ce problème? Ils l'ont même pas confié à un référendum ou à quelque chose d'un peu délibératif. Je me pose vraiment la question. Je suis pas le seul à me poser la question. Et pour que quelqu'un de libéral comme moi on arrive à penser que finalement Marine Le Pen est peut-être plus entre guillemets centriste que Attal, Philippe, Édouard, je sais pas quoi, et les autres. Édouard Philippe. Édouard Philippe, c'est que quand même il y a eu depuis 20 ans un problème, un sérieux problème. Ça, c'est une évolution collective des sociétés occidentales, parce que finalement, toutes les démocraties occidentales sont un peu confrontées au même Ce qu'on monde. disait tout à l'heure à propos de Trump. On aime ou on n'aime pas Trump. Personnellement, c'est pas ma tasse de thé. Mais très honnêtement, je préfère voir un dégagiste un peu populiste, un peu haineux et un peu pénible. Je préfère voir un personnage comme ça que de voir la mafia démocrate de la côte Est ou de la côte Ouest l'emporter une nouvelle fois. Parce que ça n'a pas de sens, parce que ça n'avance pas, parce que c'est trop consanguin et parce que c'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. On peut pas continuer à se moquer des gens comme ça. Voilà, Dick Cheney est mort, on peut pas dire non plus qu'il y ait, et j'y pense par association d'idées, au complexe militaro-industriel, que les républicains seraient exempts de tout lien avec soit des intérêts privés, soit Ah mais j'ai pas dit ça. de l'association d'intérêts douteux. Oh là là, j'ai pas dit ça du tout. Mais déjà, rien que la façon dont tu as posé la question est assez révélatrice. Tu parles des républicains, et puis on sait bien qu'il y a les Trumpistes qui sont quand même un tout petit peu différents, enfin en tout cas qui à la base étaient assez différents des républicains. On sent qu'il y a une certaine pluralité. Enfin, Trump, les casinos et Jersey City, où le premier avocat de Trump, c'est aussi la mafia du Queens, si je me souviens bien. Ah bah Atlantic City, on peut pas faire des affaires là-bas dans les années 80-90 sans être, oui, évidemment. Mais c'est comme être dirigeant du Parti Socialiste. Mais c'est pas un élément discriminant. Non, mais c'est comme être membre du Parti Socialiste dans les années 70, 80, 90. On ne peut pas financer sa campagne sans récupérer 5% sur l'industrie du bâtiment, par exemple, régulièrement. Si on va là-dedans, on va finir par le tous pourri. C'est pas notre propos. Notre propos, c'est il faut qu'ils prennent des décisions et qu'ils les assument. Il faut trouver les institutions pour que les décisions soient prises et qu'ensuite on en paye le prix positif ou négatif. C'est comme dans la finance. Si vous êtes rémunéré positivement ou négativement en fonction de ce que vous avez fait, probablement l'argent sera bien géré. Si vous êtes payé de la même façon qu'on ait perdu ou qu'on ait gagné, au bout de 20 ou 30 ans, il est très probable que vous serez un mauvais gérant. C'est un peu la même idée. Et j'ai pas d'autres. Est-ce que les Français sont pas eux-mêmes, est-ce qu'on n'est pas tous, est-ce que nous ne sommes pas tous finalement des diafoirus? Je vois en même temps qu'on est en train de se parler un sondage qui dit une écrasante majorité de Français refusent catégoriquement toute baisse ou tout effort sur les dépenses de santé. Pourtant, on sait, si on regarde l'évolution de la dette depuis 15-20 ans, c'est principalement les dépenses de santé et de retraite qui vont creuser. C'est la réponse normale à un système qui, par les ARS notamment, la soviétisation du système de santé français par Juppé en 96, qui est devenu beaucoup trop administratif, beaucoup trop bureaucratique, beaucoup trop comptable. Et je pense que la réponse naturelle du système à ça, en tout cas des gens ordinaires, c'est de dire laissez-moi mes petits avantages, mes petits remboursements, mes petits médicaments, ne touchez pas touche pas au Grisby. Je pense que c'est la réponse légitime. Après, il faut faire le travail pédagogique consistant à dire aux gens, ben oui, mais vous pouvez pas avoir tout et en même temps réclamer un recul de l'État, etc. Ça doit être fait par les intellectuels, ça doit être fait par les journalistes, par les économistes. Mais on peut pas reprocher aux gens de défendre leur petit lopin de terre individuel dans une société qui est devenue quand même très... Ça existe encore, les intellectuels libéraux en France? Il y a des intellectuels libéraux politiques, en quelque sorte, des Pierre Manant, des Monique Cantos-Perber, mais des libéraux économiques. Il y en a jamais eu beaucoup, hein. Déjà à l'époque de Jacques Rueff, il se plaignait que la quasi-totalité de ses collègues à Polytechnique étaient de facto des socialistes.
Il n'y a jamais eu beaucoup de libéraux en France, les libéraux économiques en France. Si on retire quelques... Des intellectuels, hein, j'entends déjà capables de penser le monde de demain, de penser le clash entre l'IA et cette nouvelle lutte des classes qui s'installe. Il y en a très peu, et je peux même vous dire qu'il y en a très peu en salle de marché, puisque même dans les endroits qui sont censés être, je dirais, à peu près acquis à la cause capitaliste, vous avez essentiellement des gens qui sont très peu libéraux. Une bonne façon de les reconnaître, c'est s'ils sont favorables au protectionnisme. Là, tout de suite, on peut immédiatement dire ils sont pas libéraux. Ça, c'est une bonne méthode de détection. Ils ont toujours des bonnes raisons pour être protectionnistes, mais ils puisent en réalité, sans le savoir, dans un fond qui est toujours le même depuis 200 ans et qui est tout sauf libéral. Et après, il y a d'autres méthodes de détection. Globalement, ce sont des gens qui sont courageux parce qu'effectivement, ils sont très peu nombreux et ils se font immédiatement attaquer, alors qu'en réalité, ils ne défendent pas des intérêts particuliers, ils défendent l'intérêt général. Malheureusement, en France, et c'est encore une particularité de la place de Paris, c'est que les rares économistes libéraux, ou en tout cas libéraux économiques au sens large, sont des gens souvent très maladroits, et qui passent en plus la moitié de leur temps à se battre entre eux, alors qu'ils sont 15 en tout et pour tout dans la capitale. Prenez un type que j'aime bien par ailleurs comme Gaspard Koenig, c'est assez symptomatique. Il va vous faire tout un mouvement sur la simplification administrative, sur un choc de simplification, sur le fait qu'il va falloir enlever des textes dans le code des impôts, dans le code de l'urbanisme, dans le code du travail, et qu'il va falloir travailler à cette simplification administrative pour regagner en liberté, etc., etc. Donc un combat tout à fait sympathique, juste, etc. Mais quand il organise ça, il l'organise avec des diplômés de Sciences Po, et il le fait de façon tellement caricaturale que, évidemment, ça ne peut pas prendre. C'est pas possible. Et en plus, il oublie juste un petit détail, que moi je vois bien parce que je suis, contrairement à lui, je travaille en entreprise, et dans le monde réel, c'est qu'en fait, la plupart des réglementations, elles viennent d'en bas, en fait. C'est ça qui est triste, d'ailleurs. Mais c'est pour ça qu'elles sont puissantes. La volonté de réglementation, la volonté de bureaucratisation, elle part d'en bas. Tout ne vient pas de l'Élysée, Matignon, Bruxelles, Francfort, etc. Malheureusement, ce serait trop simple. Malheureusement, il y a quasiment chez 20 millions de Français la volonté de se protéger des autres par la réglementation, la volonté de se protéger de son collègue ou de son voisin par un texte de loi, une directive, etc. Et malheureusement, ce mouvement-là, qui va du bas vers le haut, s'il n'est pas traité, alors que c'est 90% du problème, on fait des grands moulinets, mais on avance. Est-ce que le vrai problème qu'on a, y compris pour justement essayer de faire vivre le libéralisme, c'est que il n'y a pas eu des Diafoirus aussi libéraux ou néolibéraux, ça veut pas dire grand-chose, mais bref, on comprend un peu l'idée de cette phase du capitalisme mondialisé, financiarisé, dont on nous a beaucoup expliqué que ce serait fantastique. On a accordé le statut d'économie de marché à la Chine en disant que ce serait du gagnant-gagnant. Les salariés de l'industrie française ont été payés, je pense, pour voir que ça n'était pas le cas. Mais on n'arrive pas à la fois à dire, mais regardez, la mondialisation, ça a permis des gains de pouvoir d'achat, des gains, y compris en termes de développement humain, phénoménaux, mais il y a aussi eu des perdants. Et ça, on n'est pas capable d'assumer des perdants. Alors, on est capable de le dire. Non, on est capable de dire que le capitalisme est un système horrible et qu'il y aurait que des perdants. On n'est pas capable de dire, regardez, il y a eu beaucoup de gagnants, on a tous gagné. Mais il y a aussi des choses sur lesquelles on a perdu. Les économistes disent ça depuis très longtemps, parce qu'ils disent depuis le début que le commerce international est analogon à la technologie. C'est-à-dire que commerce international et technologie, c'est les deux faces d'une même médaille. C'est-à-dire que quand vous créez le bateau, vous inventez le naufrage. Quand vous créez l'automobile, vous inventez le crash sur un platane. Ça, on est capable de le dire depuis le début. Et quand on développe le commerce international pour le globaliser, le fluidifier au maximum, on invente évidemment des problèmes, des inégalités, des difficultés diverses et variées. Ça, on est capable de le dire, ça a été montré, ça a été vraiment très bien documenté. Ce qu'on n'est pas bien capable de montrer quand on est économiste, c'est de bien expliquer que les gains assez fabuleux du libre-échange et des technologies doit trouver le moyen d'être recyclé, certains diraient redistribué, de façon à peu près intelligente et pas désincitative, vers le plus grand nombre des perdants. S'il y a un certain nombre de perdants, ils doivent pouvoir être indemnisés. De toute façon, les gains sont tellement importants avec demain l'intelligence artificielle, hier Internet et la globalisation. Les gains sont tellement fabuleux qu'il y a certainement moyen de s'organiser pour que les perdants soient largement indemnisés. Mais malheureusement,
ils sont pas bien indemnisés. Pourtant, Dieu sait si l'État-providence français est Oui, de l'aise. l'État-providence, il a pas prioritairement visé les perdants de la mondialisation et les perdants de la technologie. Moi, je viens du Pas-de-Calais. Les perdants de la mondialisation et les perdants de la technologie, j'en croise de temps en temps. C'est pas eux qui ont été prioritairement indemnisés. L'État-providence, il est tellement obèse, il est tellement aveugle qu'il a une petite tendance à prendre aux classes moyennes supérieures pour donner aux classes moyennes inférieures, mais l'effet net redistributif est pas énorme et il le fait de façon tellement désincitative que le bien est parfois pire que le mal initial. Non, ce que nous on a échoué à bien organiser, c'est une forme de circularité des gains, de façon à ce que tout le monde se sente un petit peu dans le même bateau. Et ça, c'est l'échec de la participation pour moi. Si on avait un petit peu plus creusé dans ce sens-là, si par exemple 15 millions de Français étaient actionnaires de leur entreprise, je crois qu'on n'aurait pas les problèmes qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, les seuls qui sont dans le bateau, ce sont soit quelques capitaines d'industrie, on parlait du dirigeant de LVMH, le fondateur de LVMH, ou alors ce sont des cadres super bien payés, qui sont dans les centres-villes et qui développent une vie un peu de séparatisme boboisé. Mais la grande masse des salariés, elles se sont justement comme salariés, c'est-à-dire pas vraiment partie prenante. On récupère un peu ce qu'on peut gratter, on en fait le minimum, mais on n'est pas vraiment partie prenante, on n'est pas vraiment actionnaire, on n'est pas vraiment dans le bateau viking d'un projet de conquête. On est dans la soute, on récupère des petits avantages et puis au mieux on a une Volvo break et on s'arrête à 17h30. Et ça c'est pas, je pense, le projet. C'est pas un projet ça. Alors que essayer d'organiser les choses pour qu'on ait très peu de différence entre le travail et le capital, que pratiquement tout le monde soit à la fois travailleur et capitaliste, c'est-à-dire le vrai projet de la participation, ça avait beaucoup plus d'allure. Ça nous aurait permis. Mais est-ce que c'est possible dans un pays qui est profondément imprégné de marxisme quand même? Même à droite, dans un sens. Assez souvent. C'est une idée en tout cas qui est européenne, puisqu'elle a été portée par des Français, par des Anglais, par des catholiques, par pas mal de gens, et ça nous aurait permis de nous différencier en plus d'un capitalisme chinois qui est quand même assez vertical, encore aujourd'hui, et d'un capitalisme américain qui a des petites tendances à la plutocratie. On aurait réussi à faire ce que un grand philosophe, Kojève, appelait le capitalisme donnant. C'est-à-dire vraiment, moi, mon rêve, hein, une société de petits propriétaires qui se sentent un peu chez eux dans l'entreprise parce que ils ont envie de se défoncer un peu, de faire des gains de productivité parce que quelque part ils sont un peu chez eux. Ils sont pas simplement. Il y a toute une littérature anglo-saxonne sur les vertus de la bourgeoisie ou de la petite bourgeoisie qui n'est jamais traduite en français. Et les gens qui ont parlé de participation et qui ont beaucoup influencé le général de Gaulle d'ailleurs, c'est-à-dire deux grands auteurs anglais très savoureux que sont Chesterton et Hilaire Belloc, maintenant ils sont traduits, maintenant ils sont à la mode, mais il y a encore 25 ans, c'était très difficile de récupérer leurs œuvres en langue française. Je vous parlais aussi tout à l'heure de Chesterton qui disait à force de ne plus croire à rien, les gens sont prêts à croire en n'importe quoi. Quand les gens ne croient plus en Dieu, ils ne croient pas en rien, ils croient en n'importe quoi. Ce qui est un petit peu, je crois, la grande dérive française d'ailleurs les 2 derniers siècles. Et peut-être pour finir aujourd'hui, ce premier chapitre sur les Diafoirus, mais il y aurait sans doute beaucoup d'autres choses à en dire, ça serait quoi le top 3 d'une part des plus grands Diafoirus du moment et le top 3 par ailleurs des plus grandes idées diafoiresques qu'on entend à l'heure actuelle et qu'on risque d'entendre d'ici 2027? Je pense qu'on a tous en tête la taxe Zuckman, qui... Donc là, c'est des deux côtés, Gabriel Zuckman d'un côté, la taxe Zuckman de l'autre. C'est probablement le point le plus aux antipodes de ce que je viens de raconter à propos de la fusion entre le travail et le capital. Là, on cherche vraiment à rendre encore plus dichotomique ces deux univers, avec un travail qui concentre 80% de l'électorat potentiel et qui essaie de taxer le capital au prétexte que le capital réunit beaucoup moins de personnes. Le capital va se figer, va se fermer ou va carrément déménager et les deux vont être encore plus persuadés qu'ils ont raison dans une logique vraiment de bouc émissaire et oui, c'est une logique complètement anachronique, c'est une logique complètement agonistique, c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire.
Il faut essayer de réunir le capitalisme, enfin amener le capitalisme vers le travail et amener le travailleur vers le capital. Donc vraiment, la taxe Zuckman, c'est un non-sens total. C'est-à-dire que quand bien même elle serait raisonnable, bien pensée, bien calibrée, et à la fois démocratique et efficiente, quand bien même elle ne provoquerait pas d'effets secondaires, de toute façon, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. C'est La taxe Zuckman. non, je dis ça parce que c'est un sujet d'actualité, hein, mais... Oui, mais c'est ma question. Le top 3 des mesures les plus diafoiresques du moment. Voilà, alors ça, c'est pas mal. Décidé. Voilà. La deuxième idée, c'est qu'on va se protéger de la Chine par le protectionnisme. On va embêter Shein et Temu parce que c'est intéressant et ils développent des poupées pédophiles. Un peu comme c'est pas oui, recommandé avant soi quand même. On essayait d'arrêter les magnétoscopes japonais il y a 40 ans à la douane à Poitiers. Bon, c'est... Oui, Edith Cresson était Premier ministre. Non, avant. C'était en 84, je crois, quelque chose comme ça. Quelques années avant d'Edith Cresson. Edith Cresson, je crois que c'était les fourmis. Elle était ministre de l'Industrie, peut-être. Oui, exact, oui, t'as raison. Donc, oui, c'est possible que ce soit elle. Je crois que c'était dans le gouvernement Fabius, mais je me trompe peut-être. Oui, alors, toutes les idées protectionnistes en général, et en particulier s'agissant de la Chine. Mais le meilleur moyen de défendre le libre-échange, c'est peut-être pas de défendre les poupées pédophiles. Non, je défends pas les... je défends ni les pédophiles, ni les poupées, et encore moins les poupées pédophiles. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que on refourgue aux Chinois tout un tas de choses. Bah, on parlait d'LVMH, mais on pourrait aussi évoquer le peu d'industrie qui nous reste, qui est souvent liée à l'industrie du luxe, ou aux avions, par exemple. On leur refile un certain nombre de choses. Il faut faire bien attention à ce qu'on fait quand on se lance dans un conflit commercial avec les Chinois, parce qu'il y a quand même une certaine interdépendance. On mesure mal l'indispensabilité de la Chine. Comment on va s'en défendre si on justement, parce que malgré tout, il y a un enjeu. Oui, il y a une vérité oui, mais alors le civilisationnel, quasiment, avec la Chine. Ah bon? Non, il me semble pas, non. Il y a une concurrence, qui est très bien d'ailleurs, qui va nous obliger un petit peu à nous réformer, mais non, je pense pas que ce soit une guerre de civilisation. Pas une guerre, un enjeu de rivalité, malgré tout. Oui, alors s'il y a une rivalité, alors dans ce cas-là, l'instrument de premier rang, c'est d'essayer de faire mieux, d'essayer de faire différemment, de continuer à régner sur les parties de la chaîne de valeur qui sont les plus intéressantes. C'est de colmater le système éducatif pour qu'on puisse... vous savez, on ne forme que 40 000 ingénieurs par an, donc on peut pas reprocher aux Chinois maintenant d'en former 3 millions, mais par contre, il faut que les 40 000, on les garde, il faut que les 40 000, on les mette pas dans des secteurs éloignés de leurs compétences d'origine. Je ne vise personne, et moi je suis toujours affolé quand je vois un ingénieur de 28-30 ans qui maintenant fait du management ou fait de la finance. C'est affolant. Si on en formait 300 000 par an, d'accord, mais on peut pas se permettre ce genre de choses aujourd'hui. Je referme la parenthèse. On peut faire mieux sur beaucoup de domaines, notamment en réformant l'État, et c'est quand même l'instrument de premier rang face à la fameuse rivalité avec la Chine. Deuxième point, si on est vraiment dans une rivalité très forte avec la Chine, alors il faut des alliés. Des alliés et non pas des Allemands. Qui font leur propre partition et qui nous trahissent dès qu'il y a un accord commercial pour sauver Mercedes ou BMW. Donc il faut bien faire attention avec qui on va s'allier. Est-ce qu'on va s'allier avec les Américains? Est-ce que c'est notre intérêt d'être complètement dépendant d'eux? Est-ce qu'on va pas essayer des alliances de revers? Voilà, c'est une question qu'il faut se poser. Et puis troisièmement, de façon, je dirais, peut-être un petit peu plus offensive, on pourrait aussi un peu plus s'intéresser au marché chinois, qui est absolument gigantesque, hein, avec des gens qui ont un taux d'épargne monstrueux, mais qui quand même se mettent progressivement à la consommation. D'ailleurs, la consommation chinoise est un thème très très sous-estimé. Peut-être qu'on pourrait avoir peut-être plus de boîtes françaises s'intéressant à la Chine. Moi, dans mon domaine... Un certain nombre de barrières juridiques dans mon domaine particulier, où les barrières juridiques et administratives ont été en grande partie levées, aller dire à quelqu'un de mettre ne serait-ce que 2% de son épargne sur les marchés obligataires ou actions chinois, il y a encore très peu de temps, c'est comme si vous pétiez à table. Alors qu'ils sont en train de se doter de ça risque juridique, malgré tout. Un jour, le Parti communiste chinois dit, dans le cadre de je ne sais quel conflit avec les États-Unis ou l'Europe... Le risque, c'était à vous, le risque juridique, on l'a en Suisse, on l'a aux États-Unis. Le risque de nationalisation de l'épargne en Suisse?
Non, mais j'imagine que, puisque tu rigoles, tu ne devais pas être actionnaire de Crédit Suisse. Voilà. Donc, c'est un exemple, hein, je pourrais citer d'autres. Aux États-Unis aussi, il y a un risque. Ils ont des lois extraterritoriales. Ils ont aussi maintenant sur les terres rares. Oui, bien sûr, mais évidemment, je dis pas qu'il n'y a pas de risque avec la Chine. Je dis simplement qu'il faut. Je pense que ça serait le sujet en soi de tout un podcast. Oui, mais il faut. Si je reviens à mon point 3, on a l'attaque Zuckman. Oui. On va se protéger des Chinois par le protectionnisme. Ce serait quoi la troisième idée la plus diafoiresque du moment? Ou la première d'ailleurs, la pire. La pire des idées diafoirus. La pire des idées diafoirus. Roulement de tambour, les suspens, c'était à son comble. Le suspense est à son comble. C'est de continuer comme on a fait depuis pas mal de temps, comme si de rien n'était sur l'immigration, en laissant le Conseil d'État et quelques autres personnes non élues et peu responsabilisées gérer de facto la question. Je pense que c'est pas raisonnable. Ça pouvait être considéré comme raisonnable il y a 30 ans. Ça ne l'est plus. Et ça doit être changé. Je préférais que ce soit changé raisonnablement par des gens mainstream gouvernementaux. Mais malheureusement, on voit que c'est pas possible. Et donc, malheureusement, j'ai peur que des gens peut-être moins raisonnables et peut-être encore moins aguerris arrivent aux manettes parce que ce problème-là doit être résolu, que 75% des gens nous disent qu'il faut au minimum un moratoire et ou au minimum un référendum et on n'a même pas ce minimum. Et c'est une injustice et ça énerve de plus en plus de gens. J'habite dans une région qui est pas très loin de Calais. Il y a un certain nombre de migrants qui sont derrière les dunes, dans des tentes quechua, etc. Même les gens de gauche, qui étaient très majoritaires dans la région, commencent à virer RN sérieusement parce qu'ils en ont juste ras-le-bol et ils sont un peu anxieux. Non pas que les migrants soient agressifs, le migrant n'est pas agressif puisqu'il a plutôt envie de se cacher et de passer en Angleterre, mais derrière, il y a on parlait de mafia démocrate, mais il y a toute une mafia derrière de passeurs et ça inquiète beaucoup les gens. Quand il y a des trafics au vu au sud de tout le monde, dans des petites villes tranquilles, où ça votait gentiment socialiste depuis un siècle, il faut comme se poser la question de pourquoi les gens se mettent à voter RN. Et ça doit être traité, et malheureusement, et là c'est là où les diafoirus, malheureusement, de plateaux télé sont très nombreux, c'est que il y a une sorte de tentation chez eux de recourir à des astuces de moraline, des astuces morales, on en a souvent parlé, et de répondre à cette question, qui est une question assez légitime de contrôle des flux. Une forme de diafoirisme aussi, dans l'autre sens, à considérer qu'on pourrait faire comme si l'immigration n'existait plus et qu'on allait régler le problème à coup de baguette magique. Alors oui, mais malheureusement, alors là justement, le Donald est en train de nous montrer depuis 9 mois que malheureusement, quand on veut, on peut. Et pourtant, les frontières américaines sont vastes. L'incitation à venir aux États-Unis est importante. Le nombre de Honduriens, de Vénézuéliens, etc., qui ont envie de passer la frontière est très importante. Et il y avait 4 millions d'entrées nettes chaque année au cours des 3 dernières années Biden. Et depuis la fin du mois de janvier, il n'y a plus personne qui passe. Apparemment, quand on veut, on peut. Plus personne. Plus grand monde, en tout cas, plus grand monde non souhaité, non documenté. Et apparemment, quand on met les moyens, on y arrive. Je pense qu'on n'y arrivera pas en France, mais je pense que cette question-là, et la façon dont elle est traitée par les diafoirus de plateau télé, je trouve que ça, c'est vraiment un vrai problème, notamment parce que ça va nous entraîner vers des changements politiques. On le voit déjà, le gros des blocages politiques en France aujourd'hui sont en grande partie liés à cette question. En grande partie. Je dis pas... Il y a évidemment une responsabilité de Macron depuis 2022, c'est une évidence, mais les dysfonctionnements politiques en France sont quand même très souvent liés au fait qu'il y a une personne sur 3 qui vote pour de l'antisystème, en grande partie lié à cette question-là. C'est quand même un sujet. Bon. Donc on a notre top 3 des idées les plus diafoirus. Oui, le top 3 rapide des diafoirus les plus en vue ou les plus dangereux du moment, en 1 minute. Écoutez, je vais faire une espèce de réponse un peu hypocrite en disant que peut-être les pires des diafoirus sont peut-être effectivement un peu en nous. Donc il faut faire très attention à ce que... Nous-mêmes. Ah oui, il y a des tendances à s'exprimer sur des sujets... C'est pas hypocrite, moi je pense qu'on a tous des responsabilités. Je veux pas faire le modeste, mais c'est vrai qu'on a on peut avoir cette dérive-là. Donc ça, ce serait ma première réponse. Le deuxième point, je reviens toujours à Macron.
Alors lui, il y a quand même un mécanisme de responsabilité, c'est-à-dire qu'il a été élu et il a été réélu. Donc je le mettrai pas dans les Diafoirus 5 étoiles, je dirais. Mais il a fait un vrai travail de Diafoirus sur de nombreux thèmes. Il a aussi fait la promotion assez systématique de Diafoirus. Et on l'avait vu notamment sur tout un tas de sujets au moment du Covid, avant, après. Donc lui, je le mettrais dans cette catégorie-là. Et même si, effectivement, il y a une responsabilité. Alors, une responsabilité un petit peu théorique, parce que je crois qu'il sera effectivement pas en mesure de se représenter en 2027, si j'ai bien compris. Mais par contre, je mets mon billet qu'il essaiera tout ce qu'il peut pour rester dans les institutions et pour se représenter en 2032, où je crains que malheureusement, à moins d'un énorme scandale, on récupère Macron dans les institutions jusqu'à plus soif, jusqu'à 80 ans, comme Fabius ou quelques autres. J'ai cette peur depuis le début, et pour le moment, elle a l'air de se vérifier. Donc même là, sa responsabilité me paraît... on n'a pas assez d'anticorps, là. On n'a pas assez d'anticorps en France pour se débarrasser de ce genre d'individu, même quand le bilan est catastrophique. La meilleure preuve étant que François Hollande pense encore éventuellement à se présenter en 2027, ce qui normalement, enfin, devrait nous sembler quand même assez gaguesque. Mais comme a dit Elisabeth Borne, comme tout le monde est nul, pourquoi pas moi? Oui, c'est un peu ce syndrome-là, mais c'est pas une spécificité de la France, puisqu'on le voit dans pas mal de pays. Et troisième... Premier des Diafoirus. Le premier des Diafoirus sur les 3 dernières années, je dirais Zelensky. J'aurais dit Che Guevara au début des années 60, et je dirais Zelensky aujourd'hui. C'est-à-dire un individu qui, même si on pense qu'il a raison sur le fond, ce qui demanderait là peut-être un podcast entier, mais admettons, de toute façon, il pousse son avantage trop loin, et résultat, on risque une guerre mondiale. Che Guevara avait recommandé à Fidel Castro et aux dirigeants soviétiques de bombarder les villes américaines avec des missiles nucléaires. Il trouvait que c'était une bonne idée pour se débarrasser des capitalistes. Heureusement, il n'a pas été suivi par les soviétiques, qui étaient un petit peu plus modérés que les nouveaux dirigeants cubains, donc on l'a pas écouté. Zelensky, si on l'écoute, on va en guerre totale et frontale avec la Russie. Ce qui, même si on pense que la Russie est une bande de crapules, 50% KGB, 50% de la FIA, comme je le pense et comme je l'ai dit et comme je l'ai écrit. La Russie, mais les élites russes, oui. Oui, enfin malheureusement, c'est quand même un peu eux qui décident. Et là, pour le coup, je crois qu'il y a très peu de concurrence. Donc on va dire que il y a une sorte de fusion entre le Kremlin et cette petite mafia qui tient le pouvoir depuis longtemps. Même si on pense ça, je pense qu'il faut faire bien attention à pas suivre Zelensky trop loin, parce que lui a peut-être plus grand chose à perdre, mais moi j'ai un enfant, et voilà, je veux la guerre nucléaire avec la Russie uniquement si on n'a pas le choix. Voilà. Bon, je pense que ça appellerait aussi tout un autre podcast. Merci Vopin. Ah, tu m'as demandé. Merci beaucoup, Don Diego de la Vega. Et n'oubliez pas, à chaque fois que vous voyez son nom, de cliquer sur les articles sur Atlantico. Merci. Merci pour lui.